Étourdir les bêtes avant de les abattre, une obligation en Flandre et en Wallonie, pas à Bruxelles. Certains le veulent, d'autres pas, au nom notamment de leurs convictions religieuses. Entre respect de la bête et droit à la fois, on va débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et pour échanger, j'accueille tout d'abord Mustapha Chahiri. Bonjour, vous êtes le président du collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique. À vos côtés, Philippe Markiewicz, président du consistoire central israélite de Belgique. Bonjour, merci aussi. Bonjour. Victoria Ostrade, bonjour, vous êtes députée bruxelloise, indépendante, élue sur la liste d'Ir Animal et avocate. On aura besoin de ces deux casquettes dans les échanges. Et puis Hervé Parmentier, vous êtes le secrétaire général adjoint du Centre d'action laïque. Merci à vous d'être avec nous. Avant de vous entendre et d'échanger, eh bien cet extrait d'interview du ministre du Bien-être animal à Bruxelles, c'est le défi Bernard Clairfailly. Il a mis la question à l'agenda politique de la capitale. C'était il y a 2 semaines. Écoutez-le. Nul ne nie qu'il y a une souffrance animale lors de l'abattage, qu'il existe des techniques simples pour éviter cette souffrance animale, qui est toutes les techniques d'étourdissement que l'on connaît en Belgique et ailleurs. Et donc la question de savoir dans quel contexte particulier, avec quel impact, quelle modalité on peut réfléchir à cette question à Bruxelles aussi. Il faut savoir que l'arrêt récent de la Cour constitutionnelle de Belgique a clarifié la question de savoir si c'était ou pas une atteinte aux libertés religieuses. C'est une atteinte légère aux libertés religieuses, mais elle est proportionnée, elle est légitime, et donc il n'y a pas de conflit avec la Constitution. C'est un argument nouveau qui permet de réouvrir le débat. Monsieur Chahiri, en quoi pour les musulmans c'est important d'avoir une viande qui vienne d'un animal qui n'a pas été étourdi, et quelle est l'origine finalement de cette obligation, si je puis dire? C'est une obligation tout d'abord religieuse. Mhm. Dans le Coran, on parle du sacrifice d'Abraham. Dans le Coran aussi, on parle des animaux licites et des animaux illicites, dont le porc est un animal illicite. Et puis la jurisprudence a développé d'autres animaux illicites qui sont le lion, qui sont le chien, qui sont le chat, etc. Donc ça, c'est l'animal que l'on peut effectivement tuer. Mais ce qu'on oublie souvent quand on parle de l'animal licite, c'est qu'il doit être sain. Et pour qu'un animal soit sain, ça part de la naissance de l'animal. On ne retire pas un veau à la vache, on ne retire pas un agneau à la brebis. On doit l'élever et lui donner à manger convenablement. On doit l'amener jusqu'au lieu d'abattage, qui doit être propre. On ne mélange pas les animaux entre eux qui vont être tués. Il faut isoler l'animal qui va mourir parce qu'il a aussi des sensations. Et il faut que le sacrificateur soit formé à cela. Et il faut aussi que le couteau qui va être utilisé pour égorger l'animal soit le plus aiguisé possible pour qu'il y ait la plus petite souffrance. Mais en Donc quoi c'est une obligation. Un pistolet qui étourdit, ce serait contraire? On posera la même question à M. Markiewicz après pour sa religion, mais en quoi ça ne respecte pas quoi? Un prescrit, une jurisprudence religieuse, vous disiez? Alors, il n'y a pas la définition de religion dans la Constitution, il n'y a pas la définition des rites religieux. Les rites religieux appartiennent aux gens qui adhèrent à cette religion. Donc, ces gens-là estiment, les musulmans estiment qu'un animal, pour qu'il soit licite et sain, il faut qu'il soit égorgé encore vivant, vidé de son sang, et alors avec la formule adéquate qui est au nom de Dieu. Monsieur Markiewicz, chez les Juifs, c'est aussi quelque chose d'historique, où il y a un texte qui précise quelque part comment doit être abattu un animal? C'est une tradition plurimillénaire que nous respectons, avec comme but principal éviter au maximum la souffrance de l'animal. Et il est clair, il faut quand même dire les choses de manière tout à fait réelle, je crois que tout abattage, quel qu'il soit, entraîne la souffrance. Mais je ne crois pas que l'abattage selon le rite juif entraîne plus de souffrance, parce que les gens sont préparés à justement éviter un maximum de souffrance à l'animal. Comment ça se passe en région wallonne, en Flandre, pour la communauté juive, la communauté musulmane, qui, elles, ont interdit l'abattage sans étourdissement?
Eh bien, il n'y a plus d'abattage en Wallonie. De toute façon, Et l'abattage les était très Juifs peuvent encore faible. manger de la viande, les musulmans en trouvent, de viande halal, Le cachère. problème est essentiellement pour la Flandre. Là, c'est un énorme problème, mais la possibilité d'importation existe toujours. Donc, ils sont obligés d'importer de la viande venant de l'étranger. Victoria Ostrade, pour vous, député élu sur une liste qui concentre toute son action sur le bien-être animal, ça vous fait réagir comment quand vous entendez que historiquement il s'agissait d'assurer le bien-être de l'animal? Mais c'est ça toute la particularité de ce problème, c'est que je pense qu'on peut se rencontrer dans le fait que ces deux religions, à la base, veulent vraiment ce qu'il y a de mieux pour l'animal, point de vue bien-être. Et c'est pour ça, dans ces textes-là, il y avait cette méthode qui a été prévue parce qu'à l'époque, c'était la méthode la plus rapide, qui causait le moins de souffrance possible. Ce que l'on dit maintenant, c'est qu'il y a des méthodes nouvelles qui respectent quand même le prescrit religieux, puisque ce sont l'électronarcose, donc qui est un étourdissement réversible, donc qui n'abîme pas la bête. La bête pourrait se réveiller si on ne la saignait pas directement après, et qui permet d'éviter le plus possible la souffrance, qui est, comme vous le dites, inévitable, mais qu'on peut diminuer, qu'on peut éviter au maximum avec ce type d'étourdissement, tout en respectant, à mon sens, les prescrits religieux. Alors là, Madame Ostrade nous dit quelque chose. Elle dit qu'il y a des formes d'étourdissement qui peuvent respecter les prescrits religieux. Monsieur Markiewicz a l'air sceptique. Monsieur Chahiri, vous en pensez quoi, vous? Certainement qu'il y a des méthodes d'abattage industriel. On parvient à tuer tous les mois en Belgique. Vous savez combien d'animaux? Dites. 25 millions. 25 millions de bêtes sont abattues mensuellement. C'est les chiffres de Stade Bell. Donc on a développé des industries d'abattage où je ne sais pas où se situe le bien-être de l'animal là-dedans. On gaze des porcs, on gaze des poulets, on tire des vis de 10 cm ou de 20 cm dans la tête des animaux, etc. Je ne sais pas s'il y a une façon d'étourdir intelligente qui fait du bien à l'animal avant qu'il soit tué. Donc là, je suis assez sceptique sur toutes les méthodes. Et je n'ai pas de souci à ce qu'on me démontre l'électronarcose réversible. Si on la pratique sur un être humain et qu'il revit après l'électronarcose, vous allez avoir plein de musulmans qui vont dire « Ok, ça ne tue pas ». Monsieur Markiewicz, vous êtes sceptique aussi, vous avez le même humour que Monsieur Chahiri? Je suis sceptique pour la raison suivante, c'est qu'il y a plein d'aspects où il y a maltraitance d'animaux. Alors pourquoi se focalise-t-on sur deux groupes sociaux, les musulmans et les juifs? Pourquoi ne fait-on pas une analyse et un travail avec tous les problèmes globalement de maltraitance animale? Il y a le transport des animaux, il y a la façon dont les porcs sont tués, il y a un tas de choses. Non, on s'est focalisé sur deux aspects. Là, je trouve ça dommage, en particulier à Bruxelles, parce que Bruxelles est la capitale de l'Europe, c'est une ville internationale connue pour son bien vivre ensemble, et je ne voudrais pas que ce bien vivre ensemble soit altéré de cette manière-là. C'est voulu. Moi, je m'excuse, je vous relance là-dessus, mais c'est voulu. C'est une forme d'islamophobie, d'antisémitisme qui ne dit pas son nom. Tout. Non, il faut pas non plus exagérer. Mais ceci, c'est mal perçu par les communautés concernées, et je crois qu'il faut voir le problème de manière plus large, plus globale, parce qu'il y a d'autres problèmes, notamment de transport, et la mort des porcs, comme elle se passe, est terrible. Alors, il faut tout faire à tous les niveaux, mais pas uniquement en ce qui concerne les juifs et les musulmans. Madame Ostrade, après on entendra le Centre d'Action laïque qui est très sage depuis le début du débat avec Madame Ostrade. Ça fait 2 fois que nos intervenants disent qu'effectivement, il n'y a pas que à l'abattage que les bêtes sont maltraitées. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, je ne vais pas dire d'intérêt hypocrite ou de calcul politique dans le chef de certains qui d'un coup se concentrent sur uniquement l'abattage et pas sur d'autres moments de la production animale? En fait, il y a 2 éléments. Premièrement, c'est un peu le biais de la double faute. Comme il y a de la maltraitance ailleurs, on ne doit pas s'occuper de cette forme de maltraitance-là. Donc déjà, pour moi, ce n'est pas un argument valide. Et de plus, ce n'est pas tout à fait correct parce qu'on avance sur les autres points en matière de bien-être animal. Au niveau européen, il y a des avancées au niveau du Parlement européen par rapport à terminer l'élevage en cage
dans l'Europe par rapport à la réécriture des règles européennes en matière de transport d'animaux. Bon, bien sûr, de mon point de vue, tout ça ne va pas assez loin et on devrait tous arrêter de manger des animaux, que ce soit bien clair. Mais à côté de ça, on ne peut pas dire qu'on n'avance pas sur les autres matières parce que ce n'est pas le cas. Le bien-être animal est vraiment une matière qui devient importante et qui commence à faire écho à tous les niveaux et il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas à ce niveau-ci. Hervé Parmentier, Monsieur Markiewicz, je vous disais, c'est dommage, finalement, on cible deux communautés là. Qu'est-ce que vous en dites, vous, au Centre d'action laïque, de ce débat qui s'invite sur la scène politique et qui devient très politique? Alors donc, d'abord, je ne pense pas qu'on stigmatise qui que ce soit. On est ici, en l'occurrence, devant une revendication dérogatoire par rapport aux règles qui sont d'application en matière de bien-être animal. Donc la question ne nous semble pas être là. Alors nous, au Centre d'action laïque, on n'est pas spécialiste de la cause animale, on n'est pas vétérinaire, on n'est pas théologien non plus. Mais en tout cas, on sait lire un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et l'arrêt rendu récemment par la Cour constitutionnelle est tout à fait interpellant. Dans cette histoire d'abattage rituel, en fait, les requérants donnent un peu l'impression de vouloir indiquer que la Cour européenne de justice, ou les tribunaux, quels qu'ils soient, finalement, n'aurait pas vocation à se prononcer sur ce qui détermine l'essence d'une pratique religieuse, cette question-là appartenant par essence à la théologie. Donc on a l'impression que c'est un peu un avatar ou une énième tentative, à un moment ou un autre, de faire prévaloir une forme d'intérêt religieux particulier sur un intérêt général, comme si on voulait en quelque sorte restreindre une considération d'intérêt général et la limiter au prescrit d'une religion en particulier. Messieurs Chahiri ou Markiewicz, il y en a un de vous qui répond à ça finalement. Oui, Charles Michel, en son temps, disait « Les lois des hommes sont au-dessus des lois de Dieu ». Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Non, dans la religion juive, il y a un prescrit essentiel qui dit qu'on doit respecter les lois du pays. Ici, les dispositions ont été prises en Wallonie et en Flandre, et la communauté juive les respecte. À Bruxelles, il n'y a pas de disposition, mais ceci étant dit, il y a aussi une séparation de l'Église et de l'État, et donc les lois civiles sont les lois civiles, mais les lois religieuses restent les lois religieuses, et donc les rabbins donnent, pour les juifs en tout cas, leur interprétation de la loi religieuse. Mais je crois que le problème est plus large aujourd'hui, et je crois qu'il faut tenir compte d'autres maltraitances et ne pas uniquement se focaliser sur ces deux-là. Alors, à partir du moment où il y aura des règles pour le transport et pour d'autres aspects, je veux bien en discuter. Et d'ailleurs, par exemple, vous devez savoir que chez les Juifs, la chasse est interdite depuis toujours. Donc, il y a le problème de la chasse, il y a de multiples problèmes qui existent. Donc, je vous demanderai un peu de tolérance pour le religieux tout de même. Vous pourrez répondre à M. Parmentier, mais M. Chahiri avait demandé à réagir aussi, puis vous répondrez aux deux en même temps, j'imagine. Oui, dans le cadre du respect de la loi. Moi, je suis à Bruxelles depuis 1965. Je suis venu du Maroc avec toute une génération de gens qui connaissaient les bêtes, qui tuaient des bêtes dans leurs fermes, etc. On s'approvisionnait chez Langsner, à la rue de Brabant, comme viande. Ensuite, on a pu accéder aux animaux qui étaient vendus sur les marchés belges et qu'on pouvait tuer chez soi. La législation a changé, on ne pouvait plus tuer chez soi. La législation a changé, il fallait aller dans des abattoirs, on a respecté, etc. Donc il n'y a pas nécessairement une suprématie de la loi de Dieu sur les hommes. La loi évolue avec la culture des gens certainement, et on la suit. Maintenant, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, mais que l'on peut mettre évidemment... qu'on peut contester, puisque la loi, justement, donne des outils aux citoyens pour contester des lois. Il y a encore la Cour européenne des droits de l'homme, il y a encore l'ONU. Donc, en tant que citoyen, vous ne on a désarmez le droit... pas, c'est ça que vous êtes en train de dire. Vous ne désarmez pas face même... Il y a un arsenal juridique qui est à notre disposition pour défendre des droits auxquels on tient. On reviendra aux éventuels recours possibles, mais Monsieur Parmentier, là, on est au cœur de ce qui vous fait réagir au sein du Centre d'Action Laïque. Certainement. Donc, alors, évidemment, libre à chacun d'utiliser les voies juridiques qui lui semblent appropriées pour faire valoir tel ou tel intérêt, bien entendu. Mais la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt intéressant dans cette affaire d'abattage rituel. Un arrêt intéressant parce que principiel, tout simplement. La Cour, juste une petite phrase qu'on a parfois tendance à oublier, mais la Cour dit ceci. La liberté de pensée, de conscience et de religion, ni la liberté de conscience, de pensée, de religion, ni la séparation de l'Église et de l'État, pas plus que le devoir de neutralité des pouvoirs publics, n'oblige ces derniers, donc les pouvoirs publics, à prévoir dans leur réglementation des accommodements par rapport à tout précepte philosophique ou religieux. En somme, la Cour constitutionnelle dit quoi? Elle dit deux choses. Elle dit la première, c'est que
Rien n'oblige à prévoir des accommodements. Hein, ça, c'est pas une obligation juridique qui est faite au pouvoir public, c'est un choix politique. Effectivement, le choix politique ici n'a pas encore été posé pour ce qui concerne la région bruxelloise. Mais elle rappelle surtout, ce faisant, en quelque sorte, et vous n'en contestez pas le principe, que la loi civile prime toujours sur la loi religieuse. Il n'y a pas une version étriquée, une vision étriquée de la séparation entre les églises et de l'État, qu'il faudrait que tout d'un coup, en fait, le champ sur lequel la loi civile s'applique à être restreint pour respecter tel ou tel prescrit religieux. Non, c'est beaucoup plus large que ça, c'est un principe intéressant. Mais cette balise fondamentale que la Cour constitutionnelle se plaît à rappeler, je pense, ferait bien inspirer les réflexions des responsables politiques bruxellois au moment où ils fixeront, à l'instar de ce qu'ont fait les Wallons, à l'instar de ce qu'ont fait les Flamands, les règles en matière d'abattage en région bruxelloise. C'est toujours difficile de parler seul pour toute une communauté, mais la communauté juive, la communauté musulmane, elle peut s'accommoder d'une viande qui ne serait pas battue selon ses prescrits, ou bien c'est vraiment une obligation de respect suivie de près par beaucoup de pratiquants. Est-ce que la viande cachère, la viande halal, c'est quelque chose qu'on consomme à certaines occasions de fête, ou bien c'est vraiment au jour le jour pour les mangeurs de viande? Non, je vous dirais que quelqu'un qui pratique la religion mange tous les jours de la viande cachère. Maintenant, les juifs ont toute l'attitude de respecter ou de ne pas respecter la loi religieuse. La liberté existe à l'intérieur du groupe juif comme dans les autres groupes. Il devrait exister en tout cas dans tous les groupes. Mais ceci étant, j'aurais eu beaucoup plus facile si une décision avait été prise interdisant la consommation de la viande. À ce moment-là, les juifs ne sont pas plus ni moins que les autres citoyens, ils ne mangeraient plus de viande, alors c'est pour tout le monde, et là, il n'y a pas à discuter. Mais surtout que je rappelle que tout abattage est source de souffrance. Donc, il faut rester logique jusqu'au bout, et il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et pas cibler deux groupes. Monsieur Chahiri, sur cette application de la règle de la viande halal, est-ce que je dirais exactement la même chose que... D'accord. Vous êtes d'accord. Madame Austrate, ce qu'on entend quand même souvent, c'est si on l'interdit à Bruxelles, la viande va venir d'ailleurs, et donc ça va faire encore des trajets encore plus longs, encore plus de pollution, encore moins de respect de l'animal. Est-ce que finalement, Bruxelles, au nom d'un État fédéral, ne peut pas avoir sa spécificité? Est-ce que ce ne serait pas logique que Bruxelles autorise, elle a finalement sa politique propre en matière de mobilité, de fiscalité, de plein de sujets? Pourquoi est-ce qu'elle ne l'aurait pas en matière de bien-être animal? Mais en fait, ce qui est illogique, c'est qu'il y a des certificateurs cachers et halal qui acceptent l'étourdissement réversible. Et donc, il y a même des pays musulmans qui acceptent l'étourdissement, comme l'Indonésie, la Malaisie, l'Émirat arabe uni, la Jordanie. Tous ces pays-là pratiquent l'étourdissement. Et c'est halal. Et les gens mangent de la viande certifiée halal. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi à Bruxelles, il faut que les certificateurs estiment qu'il n'y a que l'absence totale d'étourdissement qui soit acceptable. Monsieur Parmentier, vous confirmez qu'à l'étranger, on a d'autres approches? Vous êtes penché là-dessus au cas où vous êtes resté ciblé sur la Belgique? Ah non, moi, vraiment, ces questions-là, on ne s'en est pas occupé en réalité. Donc, vraiment, ce n'est pas le propos. Monsieur Markiewicz, il y a une forme d'interprétation selon les pays? Non, le problème n'est pas là. Comme juif, je ne suis pas obligé de manger de la viande cachère. Okay. Moi, je mange de la viande cachère uniquement les grandes fêtes. Mais j'ai dans ma communauté un tas de gens qui mangent tous les jours cachère et ils doivent pouvoir manger tous les jours cachère. Or, une viande étourdie au préalable n'est pas cachère pour eux. Et donc, je dois respecter le prescrit religieux. Moi, à titre personnel, je fais ce que je veux. On est des hommes libres, donc on fait ce qu'on estime devoir faire, mais on ne peut pas interdire à quelqu'un de manger la viande cachère s'il veut manger de la viande cachère tous les jours. Madame Austrate, vous faites finalement l'essentiel de votre travail sur le bien-être animal au Parlement bruxellois. Très honnêtement, vos collègues qui se saisissent de cette question depuis maintenant un peu plus d'une législature, vous les sentez sincères sur cette question-là, ou bien ça cache d'autres calculs politiques, si je puis dire, très honnêtement? Eh bien, ça dépend évidemment des groupes politiques qui déposent des textes là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que Bernard Clairfailly, qui est le ministre en charge du bien-être animal, est sincère dans sa démarche parce que c'est lui qui est en charge du bien-être animal à Bruxelles et ce serait absolument incompréhensible pour les citoyens qui ne se saisissent pas de cette question-là. Il faut savoir que plus de 74% des Bruxellois attendent cette interdiction à Bruxelles. Donc c'est une demande des concitoyens. Et même dans les communautés religieuses, ce n'est pas
à l'unanimité que l'on est contre l'étourdissement préalable. Il y a même une petite majorité qui est soit neutre, soit contre le fait de ne pas étourdir en fait l'animal, vu que scientifiquement, là, par contre, il y a une unanimité. Scientifiquement, les vétérinaires sont tous d'accord pour dire que ça crée plus de souffrance, même si le couteau est bien aiguisé, même si tous les rites sont respectés, qui d'ailleurs ne le sont pas, parce qu'il faut parler franchement, à l'abattoir d'Anderlecht, on parle d'abattage industriel, on parle de conditions industrielles de vie pour ces animaux du début jusqu'à la fin. Donc, si on veut respecter les rites, il n'y a rien alors qui est halal ou kasher, à mon sens, puisque le bien-être animal, comme vous le disiez, n'est absolument pas assuré. Mais j'insiste, vous n'avez pas l'impression parfois que dans l'emballement médiatique, politique, autour de cette question, il y a un peu de calcul quelque part? Je ne l'espère pas parce que personnellement, je pense que le bien-être animal, c'est le plus important, même si j'ai effectivement du mal à parler de bien-être animal quand on parle de la mise à mort d'animaux qui n'ont pas demandé à l'être. Mais à côté de ça, j'espère sincèrement qu'il y a une réelle vision derrière et que les personnes qui sont en faveur de ces avancées seront aussi en faveur des autres textes que je dépose au Parlement et qu'ils voteront pour. On a un peu l'impression que c'est pas souvent le cas, pour être tout à fait honnête. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas, mais Okay. j'ai bon espoir vu que maintenant Et donc, il y a. du coup, sur la proposition, sur ce qui était un projet d'obligation d'étourdissement, qui va devenir une proposition, on explique bien. Donc, le ministre portait le projet, il n'y a pas eu d'accord au gouvernement, il renvoie la question au Parlement. Vous pensez que ça va avancer vite, ou bien vous attendez après quelques années au Parlement à ce qu'il y ait quand même une forme d'encommissionnement? Comment pensez-vous que ça va évoluer là-dessus? Puis après, on demandera quelles sont les attentes des uns et des autres là-dessus. Mais Je pense que ce serait dans l'intérêt de tous les partis que ça aille vite, parce que je pense qu'il y a une grosse pression électorale derrière qui est, à mon avis, surévaluée. Vu quand on voit les chiffres qui sortent d'Ipsos par rapport à la demande des citoyens, on voit qu'il y a réellement une demande pour cette interdiction. À côté de ça, je pense qu'effectivement, ça risque de prendre du temps, parce que bon, c'est de la popote entre partis et effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je pense qu'ils devraient vraiment s'intéresser aux statistiques et à ce que leurs concitoyens demandent. alors, je me retourne tant vers le Centre d'Action Laïque que vers nos représentants ici à ma gauche. Vous accepterez le résultat, quel qu'il soit, M. Chahiri? Vous avez dit qu'il y a un arsenal juridique. Pourquoi on ne s'en saisirait pas si, par exemple, l'étourdissement est rendu obligatoire avec le CIP? Vous pourriez, votre collectif contre l'islamophobie et pour l'inclusion, vous pourriez faire des recours? Bon, les recours sont déjà en marche. Hein. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on a amené ce débat sur la table, c'est en stigmatisant les musulmans de barbares, systématiquement afficher des photos de bouchers avec des couteaux sur la dent. Toutes les campagnes pour le bien-être animal, c'est de nouveau ce flash d'un musulman avec un couteau et du sang. Okay. Donc ça a été une des premières fautes dans le débat. Hein. Je ne parle pas de vous quand je dis faute. Une faute dans le débat, c'est qu'on n'a pas parlé de la même chose. On est venu stigmatiser une population qui ne demandait rien. Le marché de la viande s'est organisé depuis des dizaines et des dizaines d'années pour aller chercher de la viande partout dans le monde. Et donc vous déposerez encore des recours, vous irez jusqu'au bout des recours possibles? Le recours, il est en marche pas pour l'abattage rituel, etc., mais c'est pour des discriminations, pour des convictions religieuses, ça oui. Monsieur Markiewicz, pareil, vous pourriez... Il y a un recours qui sera normalement introduit, moyennant acceptation de l'Assemblée consistoriale, mais le bureau, à l'unanimité, a décidé d'un recours à Strasbourg. Mais je crois qu'à Bruxelles, il n'y a pas encore de décision. Si ça vient au Parlement, il y aura des dialogues, il y aura des discussions, parce que Bruxelles est la ville du bien vivre ensemble, la ville du dialogue, c'est la capitale de l'Europe, donc il faut maintenir ce dialogue et essayer de trouver des solutions malgré tout. Et donc j'ai bon espoir qu'à Bruxelles, on trouve des solutions qu'on n'a pas trouvées ailleurs, ni en Wallonie, ni en Flandre. Alors si ce que M. Markiewicz évoque, une solution est décidée à Bruxelles, finalement, si l'abattage sans étourdissement est autorisé, reste autorisé en région bruxelloise, le CAL va l'accepter, ou bien vous aussi vous menacez d'un recours? Non, certainement pas d'un recours. Au contraire, nous, à partir du moment où un consensus émerge de façon démocratique, c'est le produit, l'expression finalement au travers d'un texte législatif de c'est qu'est l'intérêt général pour le pouvoir à même de le décider. Ça, bien entendu, nous sommes évidemment légalistes et nous nous rangeons à ça. Je dis simplement, on a là vraiment peut-être la démonstration
démonstration que chercher par le consensus démocratique à dépasser l'intérêt particulier est sans doute la meilleure façon d'avancer. Et cette question de primauté de la loi civile sur la loi religieuse ou un intérêt quelconque en particulier, c'est un débat qui dépasse largement la question de l'abattage rituel, que ça vienne d'un culte ou d'un autre, à un moment ou un autre. Mais ce ne serait pas un marqueur, ce ne serait pas à un moment donné... on a eu, il n'y a pas longtemps, le débat sur les signes convictionnels dans les entreprises publiques, la STIP pour ne pas la citer. On a maintenant l'abattage avec ou sans étourdissement. Vous n'avez pas l'impression au CAL que ces questions philosophiques et religieuses viennent s'immiscer dans le débat politique? Ben ça, c'est effectivement ce qu'on dénonce d'une façon générale. C'est, en tout cas, on ne veut pas qu'une conviction religieuse en particulier cherche à faire loi pour l'ensemble. Ça, c'est précisément l'exact inverse de ce que nous souhaitons. Ben, si au travers d'un débat démocratique assumé au Parlement, on arrive à une solution qui autorise un abattage sans étourdissement, ça, à la limite, on peut nous intéresser. Ce qui compte, c'est qu'à un moment ou un autre, ce débat démocratique ait eu lieu et que l'intérêt général ait pu trouver à déboucher sur un texte législatif. Alors, avant... allez-y, M. Markiewicz. Oui, puis... Je tiens tout de même à rappeler que nous n'imposons rien du tout. Je n'impose à personne de manger de la viande cachère. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous n'imposons strictement rien. Madame Austrade, vous direz que vous imposez aux animaux de mourir, mais... Mais tout le monde impose aux animaux de mourir. Ouais, c'est vrai que tous ceux qui mangent la viande. Je vous propose qu'on passe les 3 dernières minutes sur l'argument recevable, le jingle. C'est une tradition versus, c'est l'argument recevable. Allez, Monsieur Parmentier, vous avez entendu un argument recevable de l'autre côté de la table? Dans la mesure où on n'était ni pour ni contre, en réalité, mais un peu au-dessus, on n'a pas vraiment d'arguments qu'on a trouvé mauvais ou irrecevables. Donc, moi j'ai noté Bruxelles, capitale de l'Europe. Mais bien entendu, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment définissons entre nous les moyens du vivre ensemble. Et pour nous, le vivre ensemble, au Centre d'action laïque, ça passe par la définition de l'intérêt général démocratiquement au travers des instances parlementaires. Monsieur Markiewicz, vous avez entendu un argument recevable chez Monsieur Parmentier ou Madame Austrade? Mais j'ai entendu une volonté chez Madame Austrade de dialoguer et j'ai vu qu'elle n'était pas contre le dialogue. Et pour moi, c'est très important, c'est un bon signe. Victoria Austrade, un argument recevable chez vos contradicteurs d'aujourd'hui? Comme je le disais dès le départ, je pense qu'on se rejoint sur le bien-être animal. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut avancer sur toutes les matières qui concernent les animaux. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et Monsieur Chahiri, un argument recevable chez Madame Austrade ou Monsieur Parmentier? Monsieur Parmentier, un débat apaisé, un débat démocratique, un débat serein, ce qu'on n'a absolument pas eu pour les convictions religieuses, ce qu'on n'a absolument pas eu pour d'autres dossiers. Donc moi, j'applaudirais des deux mains le jour où un sujet aussi important pour beaucoup de Bruxellois puisse être mis sur la table de façon comme on vient de le faire aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, et je pense qu'on y est parvenu une fois de plus sur le plateau de Versus. Merci à tous les 4 d'être venus échanger la semaine prochaine. Pas de Versus, ce seront les congés de Toussaint, mais on se retrouve très bientôt avec de nouveaux échanges.